On est en mars 2023, à Paris, mais oubliez l'image de carte postale. La ville est méconnaissable. Les rues débordent, mais littéralement, de déchets. Imaginez des montagnes de sacs poubelles sur les trottoirs, une sorte de paysage dystopique en plein cœur de la ville lumière. La question c'est comment on a pu en arriver là. Cette phrase d'une touriste, elle est assez percutante. Elle résume bien le choc. Parce que ce n'est pas juste une mauvaise odeur, non. C'est le symptôme, le signe visible d'une crise bien plus profonde. Un conflit qui a mis à l'arrêt l'une des plus grandes économies du monde. 10 000 tonnes. Pour se faire une idée, c'est le poids de la Tour Eiffel. Sauf qu'au lieu d'être un monument, c'est dispersé partout dans la ville en tas de déchets. Et la cause de tout ce chaos ? Des grèves et des manifestations monstres contre la réforme des retraites qui voulaient repousser l'âge de départ de 62 à 64 ans. Et c'est ça la vraie question. Pourquoi une des plus grandes puissances mondiales se met-elle à l'arrêt complet pour 2 petites années ? Ce qui est fascinant et un peu contre-intuitif, c'est que cette grève, ce n'était pas une défaillance du système. Au contraire, c'était le système qui fonctionnait exactement, précisément, comme prévu. Alors, pour comprendre cette mécanique bien particulière, on va y aller étape par étape. On va d'abord plonger dans les origines de ce qu'on appelle le modèle social sacré. Ensuite, on verra qui sont les architectes du blocage, puis on s'intéressera à un concept qu'on pourrait appeler les menottes dorées du marché du travail, et on terminera par l'inévitable, l'engrenage de la dette. Allez, c'est parti. Pour saisir pourquoi des poubelles s'entassent en 2023, il faut faire un sacré bond en arrière. Pas juste quelques années, non. On retourne en 1945, juste après la guerre, au moment où est née une promesse qui a tout changé, la promesse du modèle social français. Et tout part de ce document, le programme du Conseil national de la résistance. Ce n'est pas juste un texte politique, attention. En France, il est traité comme une sorte de bible idéologique, un parchemin sacré. Le toucher, ce n'est pas vu comme une simple réforme, c'est carrément perçu comme une hérésie. Le problème, c'est que ce parchemin sacré, il repose sur une équation mathématique toute simple. En 1945, ça marchait nickel. On avait 4 travailleurs qui cotisaient pour payer la pension d'un seul retraité. Mais le temps a passé, la démographie a changé, et aujourd'hui, ce socle s'est effondré. On n'a plus que 1,7 cotisants pour un retraité. Le système est devenu, mathématiquement, intenable. Bon, si le programme du CNR est le texte sacré, alors certains syndicats, et en particulier la CGT, se voient un peu comme ces gardiens, ces moines guerriers. Et ils ont un pouvoir qui est complètement démesuré par rapport à leur nombre réel d'adhérents. Leur stratégie, c'est une pure démonstration de ce qu'on appelle la guerre asymétrique. Pas besoin de mettre des millions de gens dans la rue, il suffit de viser les artères vitales de l'économie. On bloque une poignée de raffineries, et hop, tout le pays est à sec en quelques jours. On organise des coupures d'électricité bien ciblées, et le message est clair pour le gouvernement, c'est nous qui avons le doigt sur l'interrupteur. Et c'est là qu'on arrive au grand paradoxe français. Le taux de syndicalisation en France est en fait l'un des plus bas d'Europe, surtout dans le secteur privé. On parle de moins de 10%. Mais, comme ils sont stratégiquement placés dans des secteurs clés, l'énergie, les transports, les ports, leur capacité de blocage leur donne un pouvoir de négociation absolument immense. Mais il n'y a pas que les syndicats. Une autre pièce maîtresse du système, c'est le fameux Code du travail. Et il a créé une vraie fracture dans la société. D'un côté, il y a ceux qui sont dedans, les insiders, avec des protections en béton, et de l'autre, ceux qui sont dehors, les outsiders, qui enchaînent les contrats précaires. Au cœur de cette fracture, on trouve le Graal, le CDI, le contrat à durée indéterminée. Une fois signé et la période d'essai passée, ce contrat est quasiment impossible à rompre. Certains le comparent, non sans humour, à un mariage catholique du XVe siècle. Pour un patron, licencier quelqu'un en CDI, c'est un tel parcours du combattant que chaque nouvelle embauche devient un risque énorme. Le processus, c'est un vrai cauchemar administratif. Il faut des mois pour monter un dossier, respecter des procédures hyper formelles, et même avec ça, on est quasiment sûr de finir au tribunal des prud'hommes avec le risque de devoir payer des indemnités colossales. La conséquence de tout ça, elle est logique. Beaucoup d'entreprises préfèrent ne pas embaucher du tout. Cette rigidité, elle crée des situations complètement folles. Et tout ça est résumé par un seul chiffre. Un chiffre qui hante les nuits de tous les patrons de PME en France. Le chiffre 49. Ce fameux seuil des 49 salariés, c'est l'illustration parfaite du problème. Embaucher une 50e personne, ce n'est pas juste un salarié de plus, non, c'est basculer dans une autre dimension. Ça déclenche une avalanche d'obligations légales, la création d'un comité d'entreprise, etc. C'est tellement lourd que beaucoup d'entreprises freinent volontairement leur croissance juste pour rester à 49. C'est dingue. Alors, on récapitule. Un modèle social très généreux, un marché du travail hyper rigide et une croissance bridée. Tout ça, évidemment, ça a un coût. Un coût énorme qui se chiffre en milliers de milliards d'euros. C'est l'heure de payer l'addition.
Pour financer ce système, la France a l'une des pressions fiscales les plus élevées du monde. Il y a un indicateur qui parle de lui-même, le jour de libération fiscale. C'est le jour de l'année où, en théorie, on a fini de travailler pour payer ses impôts et on commence à travailler pour soi. Eh bien, en France, ce jour arrive fin juillet. C'est-à-dire que plus de la moitié de l'année sert à financer l'État. La question qui se pose maintenant est la suivante. Au final, quelles sont les conséquences bien réelles de tout ce système? Qui est-ce qui paye le prix fort? Et la réponse, elle est brutale. Ce sont les jeunes. Le taux de chômage des jeunes en France est structurellement beaucoup plus élevé que chez ses voisins européens. Le système, qui a été conçu pour protéger les travailleurs déjà en place, a en fait créé une sorte de forteresse. Et les jeunes, ils sont à l'extérieur. Ils n'arrivent pas à rentrer. Et pour finir, le mur de la dette. La France n'a pas eu de budget à l'équilibre depuis 1974. Ça fait presque 50 ans. La dette publique explose, elle dépasse les 110% du PIB. Et avec la remontée des taux d'intérêt, le simple fait de rembourser les intérêts de cette dette va bientôt coûter plus cher que le budget de l'armée ou de l'éducation. C'est une bombe à retardement contre laquelle on ne peut pas faire grève. Alors, comment on peut bien résumer ce tableau si complexe? C'est tout le paradoxe français. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout est lié. C'est un cercle vicieux. Le modèle social justifie les impôts énormes qui plombent la croissance. La faible croissance fait peur, donc on s'accroche encore plus aux protections rigides du Code du travail, ce qui empêche toute réforme et continue de freiner la croissance. C'est un serpent qui se mord la queue. Ça nous laisse avec une question finale, une question vertigineuse et sans réponse facile. Est-ce que ce modèle français est une forme de résistance admirable contre la dureté du capitalisme, ou est-ce que c'est une sorte de pacte suicidaire où l'on sacrifie l'avenir pour préserver à tout prix les acquis du passé? De la réponse à cette question dépendra sans doute tout le futur de l'économie française.